protéger par exemple les salariés de Bridgestone, les salariés de Whirlpool. Il faut aussi protéger les frontières, faire du souverainisme économique. Aucun doute. Vous savez, j'ai écrit un livre là-dessus et je suis partisan, oui, du protectionnisme. Moi, je considère qu'à partir du moment où Bridgestone se comporte de cette manière-là, il ne doit plus y avoir un pneu Bridgestone en France. En tout cas, Bridgestone ne doit pas être partenaire officiel des JO 2024. Je suis extrêmement choqué, moi, après ce qu'a fait Continental dans mon coin, parce que c'est toujours le Nord qui morfle là-dessus, mais qu'on ait non seulement des pneus Continental qui continuent d'être vendus partout, mais qu'en plus, quand je regarde un match de foot, j'ai des publicités pour Continental au début. Moralement, je veux dire, chez Continental, il faut voir ce que ça veut dire. Il y a eu 300 divorces et il y a eu 13 suicides. Est-ce que ces Black Blocs sont identifiés par les services de police à l'entrée des manifestations, oui ou non? Alors les Black Blocs sont... je veux saluer le travail de mes collègues de renseignement qui les ont identifiés, qui les connaissent très bien. Donc ils sont identifiés, ils sont connus. Oui, alors on a le témoignage encore de samedi de collègues qui disent les Black Blocs sont arrivés, enfilent la capuche, décèlent les pavés, s'installent... Qui les laisse entrer? Demandez au donneur d'ordre, Monsieur Bourdin. Demandez à mon employeur. Linda Kebab. Il y a un an, j'avais dénoncé le fait que l'on pouvait, par le moyen, par le biais du code de procédure pénale et notamment la vérification d'identité, éviter ou en tout cas limiter l'intégration des Black Blocs dans les cortèges. Ça m'a valu une menace d'enquête IGPN. Après, Monsieur Bourdin, il faut être honnête aussi. Non mais attendez, attendez, là je comprends plus rien. Ces Black Blocs sont identifiés, on sait qu'ils vont casser, on sait qu'ils vont frapper des policiers, les blesser, on les laisse entrer dans les manifestations. J'y viens. J'ai envie que vous y veniez. Il faut prendre la responsabilité de chacun. Il y a la responsabilité hiérarchique où depuis quelques années, on n'a plus les moyens, c'est insoluble et on ne parvient pas à interpeller les Black Blocs parce que l'ordre n'est pas donné au bon moment et notamment avant qu'ils n'intègrent les cortèges puisque la vérification d'identité permettrait en l'occurrence de les écarter le temps de la manifestation puisque la plupart n'ont pas de pièce d'identité sur eux et que l'attroupement en soi est une infraction ou en tout cas au moins un motif de contrôle d'identité. Ça veut dire qu'il y a une complaisance envers ces Black Blocs. Mais il y a une complaisance de tout le monde, Monsieur Bourdin. Elles servent à tout le monde, elles servent à tout le monde ces Black Blocs. Mais certains laissent même entendre que des policiers sont déguisés en Black Bloc pour provoquer la police et discréditer les manifestants. Oui, bon ça c'est les nous sachons, Monsieur Bourdin. Vous savez, des complots, on en aura toujours. Moi je vous dis que... On aura toujours des complots. Oui, mais enfin, ça laisse... Pardonnez-moi. On laisse entrer les Black Blocs dans les manifestations. Ça laisse vivre ces rumeurs. Mais je l'entends tout à fait. Mais enfin, depuis quand le ministère de l'Intérieur, dans sa globalité, est un bon pédagogue et un bon... Le ministère de l'Intérieur est responsable. Mais évidemment, de toute façon, le ministère de l'Intérieur est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Point. C'est pas des bateaux. C'est un bateau. C'est un bateau. C'est un truc en civil. C'est un truc en civil. Regardez le truc en civil. Regardez le truc en civil. Ils ont reçu. Voilà, regardez, c'est ça, je vous ai dit ou pas? Il y a des flics en civil dans la casse. Là, regardez, ça, c'est des baqueux. C'est des baqueux, ça, c'est des baqueux. Allez, faut faire la différence entre un policier, un gendarme et un Black Bloc. On peut pas. Là, vous avez la vérité devant vous. Là, c'est pas la BFM qui vous raconte. Là, vous voyez bien, voilà, aucun signe de distinction. Donc, ils se fondent dans la masse et ils foutent le bordel. Ah, il y en a encore un là. Ah ouais. Voilà, encore une là. Là, tous. Voilà. Un caillou à la main, regardez, un caillou à la main. Un caillou. Regardez le caillou à la main. Caillou à la main, regardez. Je zoome encore, il vient de le jeter. Putain, non mais j'en reviens pas, non mais il avait un caillou à la main. La scène s'est déroulée devant les objectifs et les caméras, en fin de cortège. Des policiers en civil, sans brassard, mêlés à la foule, viennent d'être repérés. Des manifestants décident alors de les suivre et de les dénoncer. Pancartes brandies au-dessus de leur tête. Les policiers sont chassés et la situation se tend.
The public can be absolutely confident that every rigorous check has been done to reach the judgment that we reached, that the benefits far outweigh any risk, that the safety of the vaccine has been scrutinised independently by our Commission on Human Medicines, and no stone has been left unturned. So absolute confidence in the safety, effectiveness and quality of the Pfizer-BioNTech vaccine. In terms of further products, vaccines for COVID-19 that are coming through, there are two, you'll be aware, for which we have further rolling reviews ongoing, and those will be conducted to the absolute scientific standards that the public would expect. Nous rentrons dans le fait que, puisque les essais thérapeutiques sont financés et drivés et écrits, et les papiers qui en ressortent sont écrits aussi par l'industrie pharmaceutique, et là en l'occurrence c'était une quasiment exclusivement, eh bien vous ne pouvez quand même pas vous attendre à ce que vous ayez une lucidité totale sur le domaine. Bien, alors, moi, encore une fois, je ne suis pas ni complotiste ni partenaire, mais je ne suis pas idiot non plus. Quand à la fin, l'Europe achète pour 2 milliards d'un médicament dont tout le monde sait depuis mai, parce que ça a été publié dans la plus grande étude randomisée que ça ne marche pas, vous avez le droit de dire, écoutez, il y a quand même un problème. Quand nous sommes dans un pays dans lequel on trouve que l'hydroxychloroquine, qui est commercialisée depuis 70 ans et 2 milliards de personnes ont pris, est hautement toxique et tue 10% des gens, si vous voulez, d'abord, les gens qui le croient ont un problème mental et qui n'est pas résolu. Je l'ai dit, je pense que c'était une bouffée délirante et je regrette que l'analyse de ça n'ait pas été faite en disant comment on a pu se faire leurrer à ce point. Vous savez, l'hydroxychloroquine, ça se délivrait sans ordonnance l'année dernière. D'accord ? Et il s'était distribué 32 millions de comprimés d'hydroxychloroquine. Et brutalement, en 2020, ça tue 10% des gens. Il y a des gens qui croient ça. Et qui croient ça à l'OMS, et qui croient ça au gouvernement, et qui ne reviennent pas en arrière. Mais comment c'est possible ? Vous êtes fous, c'est pour ça que les Africains ne les croient pas. Les Africains, ils ont commencé à rigoler quand on a pris une décision de dire il faut arrêter ce médicament qui est terrible, ça va tuer les gens, mais vous êtes fous. Enfin, tous les gens qui sont en Afrique ont pris de l'hydroxychloroquine. Et là, on parlait de 10 jours de traitement. Quand on était en Afrique, moi, quand j'étais petit, je mangeais tous les jours de la chloroquine. Tous les jours, il y avait un pot sur la table. Le matin, on prenait un comprimé de chloroquine. On prenait ça pendant des années. Enfin. Donc, comment est-ce que ce mensonge énorme a pu passer? Et comment, dans cette situation de tension et d'absence complète de contrôle, de réflexion sur l'information, on est dans un problème de crédibilité monstrueuse, puisque les 2 meilleurs journaux du monde ont publié des horreurs qu'ils ont dû rétracter dans le mois qui a suivi. C'est inouï. C'est-à-dire que le Lancet a publié un papier qu'ils ont rétracté avec honte en disant non, mais on s'est fait leurrer avec cette histoire d'hydroxychloroquine. Quant au New England, c'est devenu un organe de publicité pour celui qui a essayé de vendre des médicaments et qui a réussi à le faire à l'Europe quand même. L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations. Non, mais empêcher suisses. comment? Eh bien, on va instaurer, le préfet des départements limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière. Exactement, et que le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine. C'est-à-dire que 7 jours. je suis français, je vais aller skier en Suisse, voilà. Je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi? Eh bien, il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Voilà, c'est Donc concret. mes vacances, je les passerai... Eh bien, la conclusion à en tirer, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. Oui. Voilà, c'est tout. Vous m'empêchez d'aller en Suisse. Eh bien, je prends acte, monsieur, de ce que moi je cherche à protéger mes concitoyens. C'est pas que je cherche, c'est mon devoir. Que d'autres pays n'ont pas la même conception, c'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer. Et je rétablirai un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises. Je suis aussi là pour les défendre, monsieur Bourdin. Je suis aussi là pour les défendre. Donc j'essaie d'être cohérent. C'est pas facile. Nous préférions une harmonisation européenne. Nous mettons toute notre énergie. Bon, après, les États qui nous entourent sont souverains. Faisons le point juridique sur l'annonce qui a été faite par le Premier ministre Jean Castex d'un placement à l'isolement pendant 7 jours des Français qui iraient skier à l'étranger, en Suisse, en Autriche ou ailleurs. C'est une mesure qui peut effectivement être mise en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, article L 3131-17 du Code de la santé publique, mais sous des conditions très strictes. On ne peut pas placer quelqu'un à l'isolement ou en quarantaine
si cette personne n'est pas positive au Covid-19. Donc il faut qu'il y ait un certificat médical, c'est la loi, qui constate la positivité de la personne au Covid-19. Sans certificat médical, pas d'isolement. Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires prévoient que la personne contrôlée puisse fournir un certificat médical datant de moins de 72 heures qui démontre qu'elle n'est pas positive au Covid-19. Dans ce cas-là, pas d'isolement. Par ailleurs, les personnes qui seraient placées à l'isolement en rentrant du ski auraient le droit de saisir immédiatement le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci statue dans un très bref délai, 3 jours, 72 heures, afin qu'il puisse, le cas échéant, lever avec exécution immédiate les mesures d'isolement ou de quarantaine. Une procédure très simple, sans ministère d'avocat, et qui peut être mise en œuvre très rapidement, le juge évaluant si oui ou non la personne doit rester à l'isolement ou pas. Toutes ces mesures sont issues donc de la loi de mai 2020, avec une décision très claire du Conseil constitutionnel et une vigilance évidemment très stricte qu'exerceront les juges des libertés et de la détention pour protéger les libertés individuelles. Comme le dit la loi, le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Pas de constatation médicale de l'infection, pas d'isolement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que les mesures annoncées vont être très 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 compliquées à mettre en œuvre. Si le touriste qui revient est atteint du Covid-19, bah oui, forcément il ira à l'isolement, mais très bien, comme ça il pourra se soigner. Et s'il n'est pas atteint du Covid-19, eh ben, il n'y aura pas d'isolement. Voilà, c'est QFD. Écoutez, c'est assez incroyable. Vous savez qu'en Suisse, tout est ouvert là. Hein. Nous sommes à 30 km de la Suisse. Mais c'est effroyable ce qui nous arrive. Je ne sais pas si on mesure ce qui nous arrive, mais c'est incroyable. Vous savez, j'ai eu une réunion hier avec tous mes élèves qui sont situés en montagne dans les Alpes, mais tout le monde est décontenancé, abattu. Mais est-ce qu'on prend conscience de tout ça? Et quelles sont nos aides? Quelles sont nos aides aujourd'hui? Il n'y en a point. Ce ne sont que des aides virtuelles. On attend toujours les aides. D'accord. C'est incroyable. Vous n'avez rien touché de l'État pour l'instant? Vous avez mis vos salariés, j'imagine, en chômage partiel? Ben bien sûr. Vous savez, les comptes courants de nos entreprises, c'est comme la neige au printemps. Vous savez, ça fond en vue. Le vaccin à peine annoncé, la question est déjà là. Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire ? Chose étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination, une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Quand l'État se délite, et c'est ce qui est le cas depuis 30 ans, quand il est de moins en moins performant sur ses fonctions régaliennes parce que l'État veut s'occuper de tout, donc il est obèse, il est omniprésent et finalement souvent impotent, lorsque l'État est moins fort, c'est l'histoire d'ailleurs de l'humanité qui le montre, l'État est fait pour protéger. Quand il ne protège plus la majorité, il multiplie les interdits généraux. C'est-à-dire quand il est incapable de réprimer les minorités qui troublent, qui cassent, qui nuisent, il multiplie les interdits généraux, c'est ce qui est en train de se passer. C'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que quand l'État ne nous protège plus, il y a des groupes qui s'organisent. Donc dans certains quartiers, ce sont les dealers qui assurent l'ordre. Dans les manifestations, on voit des black blocs qui prennent le pouvoir. Dans d'autres milieux, ce sont des mafias qui s'expriment. Ou des salafistes. Ou des salafistes, évidemment. Donc il est absolument majeur de retrouver le sens de la liberté individuelle dans la société et d'arrêter les interdits généraux. Pour la création entrepreneuriale, artistique, il faut de la liberté. 2, de l'autorité
sur l'État dans ses missions régaliennes. Ce n'est pas un problème d'autorité et de contradiction entre l'autorité et la liberté. C'est le manque d'autorité sur le régalien qui multiplie les interdits sur le superflu. Et c'est ce qui fait que les Français, beaucoup d'entre nous en tout cas, nous avons un sentiment d'injustice et je pense qu'il faut changer la façon de gouverner. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que, ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.